Je continue mon entretien autour de l'œuvre de Okawa, de Maître Okawa. Tout à l'heure j'étais avec une dame japonaise, maintenant nous sommes avec une dame qui est française. Alors on va voir si c'est la même chose que vous dites dans les deux cas, je pense pas. Euh, Est-ce que vous pensez que le Maître Okawa est là pour nous expliquer comment nous préparer à la mort ou à ce qui se passe après la mort? Ou est-ce qu'il a un message plus large que ça? Le message commence là en effet, mais son message est aussi plus large. C'est-à-dire que je crois que c'est quelqu'un qui se sont investis d'une mission qui est beaucoup plus large que simplement d'expliquer le développement personnel ou on va dire les fondements de la spiritualité. Bien sûr, ce sont des choses qu'il couvre au niveau de ses conférences, et c'est même pas qu'il les couvre, c'est qu'elles sont essentielles. Mais je crois que pour lui, sa première mission, la chose qui fait qu'il a décidé d'arrêter sa carrière d'homme d'affaires pour faire autre chose et qu'il mobilise un staff assez important au Japon et même dans les pays étrangers, c'est qu'il souhaite mettre fin au problème de guerre des religions, tout simplement. C'est-à-dire qu'il estime que toutes les religions, toutes les grandes religions, proviennent d'une source, on va dire, commune, et qu'à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison. Tout est malentendu, on va dire. Les pommes de discorde entre religions différentes sont des malentendus, proviennent de malentendus. Donc ça, c'est sa première mission. Je crois aussi qu'il voit quelque chose de plus large par rapport, on va dire, à une sorte d'avènement de l'ère spatiale. C'est-à-dire qu'il peut penser, et il l'annonce aussi, que notre Terre n'est pas seule et que s'il y a d'autres formes de vie, alors les contacts vont devenir de plus en plus fréquents et que justement un éveil du XXIe siècle doit aussi inclure d'autres formes de vie. C'est un catalyseur, oui, ce sera une Oui, rencontre. mais aussi toujours un peu dans ce respect la tolérance des différences. Si vraiment nous allons être amenés à entrer en contact avec des habitants d'autres planètes, Oui. On eh prend la bien, conscience de notre unité, oui. oui, et surtout, il faudra aussi prendre conscience de notre unité, mais aussi les différentes valeurs qui peuvent régner dans d'autres planètes, dans Ah oui, d'autres bien sûr, univers. oui. Donc il y aura à la fois des valeurs qui seront fédératrices, d'autres valeurs qui seront peut-être, voilà, qui pourront amener des frictions. Et il faut prendre conscience de tout ça. Donc c'est pour ça que c'est un gourou, entre guillemets, un maître spirituel, mais qui n'est pas simplement à ressasser des anciens enseignements bouddhistes, confucianistes, même chrétiens, parce qu'il en parle aussi, ou même Shinto, puisqu'il est japonais, mais il a un éveil plus large. Enfin, c'est ce que je crois, et c'est la base de ses enseignements. Oui. Alors il paraît qu'il a été en contact justement avec ses grands maîtres, ces grands fondateurs de religion du passé. Oui, en fait, sa carrière, sa mission a commencé comme ça. Disons qu'il était scindé entre le jour, son travail complètement normal dans une entreprise, et puis des messages spirituels qu'il recevait. Et au début, justement, vous m'avez demandé si c'était un pseudo, il voulait pas du tout que ce soit connu, donc il a enregistré tout ce qu'il recevait, et c'est son nom de son père qui avait été publié. Et puis un jour, je crois que ça a fait, au lieu d'être juste une sorte de passe-temps, quelque chose, une sorte de mission, on va dire, marginale dans sa vie, il a senti que les différents chemins se rejoignaient. Le tournant clé a été le moment où certainement il s'est éveillé, au sens Bouddhique. voilà. Et pour lui, cet éveil comprend aussi cette faculté de correspondre avec l'au-delà d'une manière, on va dire, qui n'est pas du tout comme beaucoup de médiums, il n'est ni en transe, Oui. ni possédé, etc. Pour lui, c'est comme vraiment de converser avec un voisin Oui. dans un train. Il va dans les annales akashiques, enfin, Il ne le dit pas comme ça. Oui. Enfin, je n'ai pas Enfin, en vu tout ces cas, il conférences. se connecte avec des hommes du passé. Et il dialogue avec des hommes qui appartiennent à d'autres siècles, Oui, sauf que, évidemment, qui existent toujours. on peut dire que d'un certain point de vue, en tout cas ça fait partie de ses enseignements, dans certaines dimensions, l'espace spirituel est multidimensionnel, Ah oui. et dans certaines dimensions, le temps n'existe plus. Voilà, Si on c'est passe ça, la voilà. quatrième dimension, le temps n'existe plus. Donc, Anal Akashic, il n'a pas prononcé le mot, mais peut-être, je n'ai pas vu toutes ces conférences qui beaucoup sont en japonais, etc. Mais il l'explique plus simplement. Et ses facultés sont aussi étonnantes dans le sens où il arrive aussi à, vous savez que comme il est bouddhiste, etc., une des
incarnations. Donc notre âme a plusieurs volets. Et il arrive à aussi discuter avec des pans de nos âmes d'anciennes incarnations. Il arrive à discuter, enfin c'est ce qu'il dit, mais nous avons énormément de conférences, même de livres publiés, de conférences enregistrées en public qui montrent des séances. Alors est-ce qu'on peut dire canalisation? À partir du moment où l'esprit canalisé n'est pas... Voilà, channeled, canalisé n'est pas défunt, entre guillemets, non incarné, mais peut être encore incarné. C'est-à-dire qu'il a canalisé, par exemple, l'esprit gardien, certains vont dire ange, mais l'esprit gardien de certains hommes politiques, qui sont en fait des vies antérieures, d'après lui, des pans de la conscience issus de vies antérieures de ces personnalités qui sont encore en vie. Il a fait ça avec des dirigeants chinois, avec Poutine, avec le président américain Obama, pour essayer de comprendre un peu les inflexions de la politique mondiale et internationale. Donc c'est très intéressant. Il a fait ça aussi avec des gens du monde du spectacle. Il a fait ça, en fait pour lui, ce n'est pas juste anecdotique pour montrer ses pouvoirs, bien sûr, c'est plutôt pour faire des recherches. Parce qu'à travers on va dire, ces interviews, il sonde un peu, il découvre des choses. Et tout le monde les découvre en même temps que lui. Il y a eu Nelson Mandela, Thatcher, Churchill qui se sont présentés à lui. Il y a des choses étonnantes qui sont révélées. Et tout ça, c'est dans ses bouquins, ça? Oui. Ça. Oui. Donc en français, tout n'est pas traduit. Il y a certains acteurs, etc. Et on a parfois des révélations vraiment étonnantes qui, même lui, découvre. Il fait aussi, ce qu'il fait aussi, c'est du channeling sur son staff. Parce qu'il sait qu'il attire certainement certaines âmes. Oui. Donc il est intéressé. Il attire évidemment dans son staff certaines âmes prédisposées à la spiritualité ou qui ont, on va dire, une incarnation spécifiquement spirituelle, en tout cas celle-là, et il veut savoir. Il s'est dit aussi que parmi certaines âmes, il devait bien y avoir des âmes, certes terriennes, mais d'origine extraterrestre. Parce qu'il pense que la transmigration des âmes n'est pas juste liée à la Terre. Oui, vous parlez tout à l'heure du rôle des extraterrestres qu'il imagine pour l'avenir de la planète. Oui. Tout à fait. Alors les extraterrestres, on peut en parler dans un sens, ils arrivent avec des modèles de vaisseaux spatiaux plus ou moins, ils ne sont pas tous au même niveau, on va dire, de progrès technique. Donc, certains sont plus ou moins rouillés, certains sont plus ou moins rouillés, entre guillemets. Je veux dire, sont plus ou moins... certains ont une avance sur nous de 500 ans, 1000 ans, certains ont une avance sur nous de 2000 ans, certains de 150 ans. Donc tous les extraterrestres ne se ressemblent pas et il s'est dit que parmi son staff il y aurait certainement des âmes d'origine extraterrestre. Donc il a fait, nous avons traduit un livre qui s'appelle Entretien avec les extraterrestres où il y a une petite partie d'entretien avec des membres de son staff qu'il a sondé. Dans le livre on voit bien la procédure, ça se fait en public, il va scanner, etc. Et il va découvrir dans le subconscient des âmes des vies antérieures extraterrestres, la raison de leur venue sur Terre. Ce sont des personnes en général qui ont l'air normales, puisqu'elles ont été incarnées, elles se sont incarnées dans un corps terrien. Donc voilà, c'est très intéressant de lire tout ça. Et vous-même, vous faites partie de ces personnalités qui l'intéressent Alors, moi, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer vraiment comme je vous parle aujourd'hui. Je suis allée une fois à une de ses conférences au Japon, mais il y avait énormément de gens. Je l'ai vu de très loin. Et en plus, je ne parle pas japonais. Donc, le staff est très nombreux au Japon. Oui. Donc, en fait, c'est comme presque pas de rencontrer un président de la République, mais voilà, ça serait comme de rencontrer le président d'une grande société. Je n'ai pas pu l'approcher de si près. Mais s'il m'avait fait l'honneur d'une lecture, j'aurais adoré. Ça ne s'est pas fait pour l'instant. Mais je profite beaucoup des méditations parce que c'est une force, c'est un endroit où il y a beaucoup de lumière, les vibrations sont très hautes. Et même une méditation, tout ce qu'il y a de classique, apporte beaucoup. Apporte autant qu'un soin, on va dire, d'ostéo. Je ne dis pas que ça remplace, mais ça m'est arrivé de rester 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en méditation dans la salle de méditation qui est très simple, et de ressentir, de revenir complètement comme si j'avais eu une thalasso, un massage. Oui, Yoko parle de purification, il faut se purifier pour être en contact avec des énergies supérieures. Alors, ça c'est autre chose, mais en tout cas, je crois que quiconque s'assied dans cette salle, déjà, reçoit, en gros, je crois que c'est une montée en vibration. Donc cette salle, elle est chargée. Elle est chargée. Rien que d'aller dans la salle, c'est déjà... rien qu'en passer du temps dans cette salle, ça fait évoluer tout ça. Ah mais complètement. Et ça,
ça fait des années que je fréquente. J'ai commencé à fréquenter, avant même de lire les livres, c'est cette salle. Elle est où cette salle? Pour l'instant, elle est dans le 15e, mais ce n'est pas le bâtiment. Ah non. Elle sera où on déplacera l'hôtel. Ah oui, d'accord. En fait, c'est l'hôtel qui est Ah oui, c'est ça, c'est comme dans la Bible. C'est ça, c'est le tabernacle, on peut le déplacer. Voilà. Et là où le tabernacle, Voilà. il y a les énergies. Voilà. Mais encore une fois, alors je ne dis pas qu'on soit les seuls, hein, il y a des endroits sacrés qui ont aussi de très bonnes énergies. Et puis, je ne dis pas non plus que ça marche pour une minute. Moi, quand j'y vais, si je suis fatiguée, ça peut être une demi-heure, ça peut être selon votre degré de fatigue. Mais si vous vous contentez d'entrer, de regarder le nez en l'air, de regarder votre SMS, de vous asseoir en consultant votre portable, il ne se passera rien. En même temps, on peut aussi s'abandonner. C'est-à-dire que des fois, je prie d'une façon fervente, je médite vraiment. D'autres fois, si la fatigue est là, on peut juste s'abandonner, voire même... S'assoupir. S'assoupir, oui. Beaucoup de personnes, c'est même un problème parfois, viennent voir les conférences qui sont présentées dans cette salle et certains s'assoupissent tout de suite. Moi j'ai tendance à m'assoupir d'ailleurs. Voilà. Et ils disent... alors ils trouvent des explications, on va dire, très rationnelles. Il y a pas, la fenêtre n'est pas ouverte, il fait trop chaud, c'est ennuyeux. Enfin voilà, on peut avoir toutes les explications. Mais en fait, la vraie explication, la première explication, c'est que les vibrations sont très hautes. Et donc, en général, soit il y a une résistance quand on est soit pollué, qui arrive à tout le monde, pourquoi pas soit un peu parasité par des esprits errants, comme il peut y en avoir 38 000 à Paris, soit par des croyances négatives. Enfin voilà, il y a plein de raisons, ou par soi-même un taux vibratoire bas. Pour remonter en vibration, il y a une sorte de petite lutte, en tout cas de nettoyage. Mais cette salle, qu'est-ce qui en... Vous me dites qu'il faut l'installer, c'est ça, cette salle. Enfin, il faut mettre quelque chose dans cette salle. Oui. Mais c'est pas... C'est quoi? C'est des rouleaux? C'est quoi? C'est un meuble? Un hôtel. Un hôtel, voilà, c'est ça, c'est un hôtel. Certains temples plus gros ont une statue, mais ce sont des éléments qui sont chargés. Nous, on a un hôtel qui est en fait simplement qui représente la roue du dharma bouddhiste. Oui. Et en fait, c'est dans un cadre, ça n'a rien de spécial, mais en fait, elle est chargée comme une fenêtre qui ouvrirait sur la lumière. Oui. Alors certains clairvoyants le voient, ceux qui ne le voient pas, moi personnellement, je le sens dans mon cœur. Je sens la montée en énergie fait que je ressens des picotements, de la chaleur, des fois des choses qui se déplacent. Ça n'est pas. Alors, il y a aussi le fait aussi de passer des conférences de Maître Okawa, qui est donc un être éveillé, ça charge. Voilà. Même si c'est parfois même la bande audio, on peut parfois passer des prières enregistrées en litanie, ça charge aussi le lieu. Mais alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres mouvements spirituels qui viennent du Japon? Oui. Moi, ma soeur, par exemple, elle appartient à un de ces mouvements depuis 40 ans. Oui. C'est la Soka Gakkai, c'est ça? Oui. Ça n'a rien avec le Namyo Rengekyo, etc. Ça n'a aucun rapport avec ce que vous faites. Non, enfin, le rapport est que c'est quand même bouddhiste. Oui. Mais il n'y a aucun rapport dans le sens où le bouddhisme a plein de branches différentes. La Soka Gakkai, alors moi je n'ai jamais vu, mais je crois qu'il y a beaucoup de litanie, il y a peu d'enseignements, à mon avis, de fond. Chacun va vers ce qui lui correspond. Oui. Moi je voulais un endroit que je sens très chargé en énergie. J'aime moyennement les litanies, s'il faut je le fais, mais là je suis soulagée. Surtout dans une langue qu'on ne connaît pas. C'est comme un entrant. Oui. Après moi j'arrive à avoir un meilleur résultat sans faire un effet mantra, mieux. Mais ceux qui aiment bien, qui le fassent. Et je crois, alors je ne veux pas m'avancer parce que je ne suis pas allée, mais je ne crois pas qu'ils aient des enseignements modernisés ou même très profonds. Le bon côté avec Maître Okawa, c'est qu'il modernise à la fois les enseignements anciens du bouddhisme, comme le noble sentier octuple, comme ou certains mêmes enseignements du christianisme. Et puis il amène tout un pan plus moderne sur le management, sur des canalisations, donc ça peut être aussi sur des esprits plus économistes, enfin des choses qu'on ne verrait pas liées à la spiritualité. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un mouvement qui permet de s'inscrire vraiment dans le 21e siècle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements religieux, je ne parle pas de mouvements évidemment contestables, je parle de mouvements qui sont de bonne foi, purs, mais qui peuvent parfois être un peu passéistes. Par exemple, moi-même je suis allée en Inde avec un gourou qui était un ancien yogi, qui méditait, qui était parfait, qui avait même de grands pouvoirs. Le seul problème c'est que moi je me trouvais un peu décalée.
indienne, comment ça s'appelle? Un sari. Merci. Un sari. Vous voyez, j'ai pas accroché avec le sari, il y a plein de trucs, c'était trop difficile. Un sari, j'arrête de travailler, je vis de quoi? Je vais dans l'ashram, je mange du riz et je prie toute la journée, pourquoi pas? Cela dit, en général, les renonçants sont bien contents que les Européens amènent de l'argent, parce que si tout le monde priait, personne ne produirait. Donc il y a un moment où moi-même, aller là-bas, j'étais très heureuse, mais en revenant, j'étais toujours en porte-à-faux avec cette civilisation dite matérialiste. Donc vous avez une expérience précédente? Plusieurs. Je suis allée en Inde. J'ai aussi à un moment fréquenté la fraternité d'Ivanov. Il était déjà mort. Oui. Et j'ai vu ses enseignements, c'était très bien. Mais pareil, il était mort. Donc ça veut dire que certaines choses après, vous savez. Ça s'appelle comment les blancs, c'est ça? La fraternité blanche. Oui, c'est ça. Quand le maître est mort, alors le problème c'est que tout se fige un peu. Oui, c'est vrai. Et pour être fidèle à sa mémoire, vous avez des personnes, des disciples pourtant très bien intentionnés, qui sont un peu parfois rigides. Bien sûr. Donc moi, pareil en Inde, j'avais ce problème un peu de décalage. Quand je suis persuadée que le yogi, je peux le citer, c'était Sri Tatata, était vraiment quelqu'un, j'ai senti des choses incroyables là-bas. Ça m'a beaucoup aidé. Mais au bout d'un moment, j'avais besoin d'enseignements qui intègrent, qui m'expliquent pourquoi j'étais née à ce siècle, qui me permettent de me sentir bien dans ce siècle. Vous n'êtes pas né dans le 21e siècle. Oui, excusez-moi. je me rajeunis un peu. Bon, je suis née quand même dans la deuxième moitié du 20e siècle. Ça, je vous le crois. Donc, pourquoi est-ce que c'est contrainte? Pourquoi société de consommation? Pourquoi est-ce que alors j'aurais pu gentiment vivre à un siècle où je pouvais vivre de contemplation? Oui. Voilà. Donc tout ça, ça m'a permis de me réconcilier avec des valeurs comme le travail, l'entreprise, la famille. Ça m'aide de ne pas avoir un yogi aussi abstinent quelque part. Maître Okawa a 5 enfants, il a une vie familiale, il a connu la vie d'entreprise. Apétion, c'est devenu un grand groupe qu'il doit gérer. D'accord. Oui, parce qu'il y a des temples partout. Donc pour ouvrir un temple au centre de Tokyo, si vous êtes un yogi qui fait une méditation dans sa cave, dans sa grotte, pardon, c'est un anglicisme, dans sa grotte, vous ne pouvez pas faire tout ça, à moins d'avoir un généreux donateur qui vous tombe du ciel, et pourquoi pas. Encore une fois, c'est pas une critique, mais je suis heureuse, enfin, je crois que c'est unique. Il est autonome à ce niveau-là, oui. Complètement. Donc c'est unique d'avoir quelqu'un à la fois très pur, d'un très haut niveau d'éveil, qui est en même temps un excellent gestionnaire. Certaines personnes y verront là quelque chose de bizarre, voire de louche. Moi, ça m'a permis de me réconcilier avec ce siècle. Le suivant, ça m'a permis de me réconcilier avec cette incarnation dans un siècle qui finalement est de progrès. On dit matérialiste, mais attendez, même faire pousser des pommes de terre dans un champ, c'est matériel. Il faut quand même introduire la semence, ça va être avec une charrue, etc. Donc je ne crois pas que notre siècle soit si matérialiste, il est juste très technologique. Avec le progrès. Mais alors, comment est-ce que vous comment connecte-t-on justement comment est-ce qu'il intègre justement cette technologie dans son champ spirituel? Tout à fait. Pour lui, justement, il y a 4 piliers dans la spiritualité. Il y a Apicience, mais je crois qu'on les trouverait partout. Il y a bien sûr en premier l'amour. Ensuite la sagesse, parce que l'amour sans sagesse, c'est comme gâter des enfants. Il faut que l'amour soit quand même, et des limites, ne soit pas limité en tant qu'énergie, mais dans sa pratique, on puisse savoir user d'un certain discernement. Ensuite, l'autoréflexion pour justement voir en soi, se nettoyer, etc. Et la 4e pilier, c'est le progrès. C'est-à-dire qu'il introduit quelque chose qui est, on va dire, en filigrane, bien sûr, dans les autres religions. Le bouddhisme cherche l'éveil, c'est une sorte de progrès. Le christianisme cherche peut-être pas la sainteté, mais l'amour, mais un amour qui serait présent partout. Donc quelque part, il y a aussi une notion, on va dire, de travail sur soi, d'expansion, mais qui n'est pas vraiment mise, on va dire, au premier plan. Et dans Apicience, qui s'appelait, son premier nom c'était Institut de recherche pour le bonheur. Ah oui. Voilà. Et puis ils ont cherché un nom qui à l'international puisse aller, que ce soit en Inde, au Sri Lanka, au Congo, voilà. Ils ont trouvé Apicience qui en France n'est pas terrible puisque à cause de la scientologie, beaucoup de personnes quand ils entendent Apicience, science, ils nous confondent. On n'a rien à voir avec ça. Et donc pour lui le progrès c'est très important. Et c'est d'autant plus important qu'on arrive à l'ère spatiale. Oui. Alors, voilà. il y a une hiérarchie.
C'est-à-dire que l'amour vient avant le progrès. Si c'est le progrès pour le progrès, tuer tout le monde, etc., c'est pas la peine, bien sûr. Il ne serait pas guide spirituel, mais il vendrait peut-être des armes ou il aurait peut-être un laboratoire de recherche. Mais néanmoins, c'est très présent. Et c'est une des façons très très étonnantes aussi dans ses enseignements. C'est-à-dire qu'au niveau économique, il défend par exemple le capitalisme. Il ne dit pas, ah oui, comme certaines peut-être simplifications ou certaines simplement lectures, que par exemple Jésus est le premier communiste, etc. Bon, c'est une boutade, mais c'est pas faux malgré tout. On peut voir les choses comme ça. Lui dit au contraire, par exemple, que le capitalisme